C'est pas de légende, le flair du douanier. C'est ça, c'est la poussée d'adrénaline quand on découvre. C'est pas de la contrefaçon, c'est des shorts que j'ai achetés au pays. Donc c'est de la contrefaçon. Si on va à la chasse, c'est pour revenir avec du gibier. Oh monsieur, monsieur! Maintenant on baisse d'un ton, vous laissez le chien travailler, c'est clair? Ah, si vous nous avez menti, monsieur, vous n'avez pas gagné du temps. Hein. Et on se dit, s'il arrivait quelque chose, pourvu qu'on ait appris les bonnes choses. Stup, stup, écartez les bras, monsieur. Écartez les bras. Écartez les bras. Vous devez vers le sol. L'école des brigades des douanes de La Rochelle forme chaque année plus de 200 agents en uniforme à l'issue d'un concours particulièrement sélectif. Allez, pied au côté. Stup, stup, écartez les bras, monsieur. Écartez les bras. Écartez les bras. Écartez les bras. Vous devez vers le sol. C'est toujours impressionnant, rien que de prendre une arme dans les mains quand on n'en a jamais vu de sa vie. Ça fait toujours bizarre, même le bruit, la première cartouche qu'on tire. Allez, allez. Mais on prend plaisir à participer aux séances de tir. Le secret, c'est le guidon, la poitrine, on bloque bien. Et là, tu verras, ces munitions qui sont dehors, elles seront dans la cible. Ouais. Autrement, c'est pas mal. Merci. Après 4 mois de formation intensive, Aurélie et les 120 stagiaires de sa promotion vont enfin pouvoir choisir leur affectation. Je choisis direction Paris-Est. Direction régionale de Mulhouse. Direction Le Havre. Direction de Guyane. Très bien. Agent de constatation stagiaire Aurélie Eolé. Je choisis la direction Roissy, résidence Roissy. Très bien. Pour quelle raison avez-vous choisi Roissy? Je pense que Roissy, c'est une bonne école pour apprendre ce métier. Très bien. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Bon courage, bonne affectation et puis à bientôt. Aurélie, Roissy, Roissy. Prête pour le départ. J'ai enfin reçu la commission d'emploi. C'est un moment important, ça montre vraiment qu'on va aller sur le terrain et je suis officiellement douanière. Un peu d'émotion là. Oui, un petit peu quand même. Aurélie a 24 ans. Originaire de Clermont-Ferrand et titulaire d'une licence d'espagnol, elle est déterminée à réussir une brillante carrière au sein de la douane. On change de ville et tout. Pour partir vivre en région parisienne, Aurélie ne sera pas seule. Elle a prévu d'emménager avec son compagnon Michael, un agent stagiaire de la même promotion. C'est vrai qu'on angoisse un peu à l'idée d'habiter dans une nouvelle ville, de rencontrer de nouvelles personnes. Et à la fois, c'est excitant parce que bon, voilà, on va partager un appartement à deux, on va vraiment travailler sur le terrain. Et c'est ce qui nous donne envie de partir d'ici dès demain. À quelques jours de leur prise de fonction, Aurélie et Michael terminent leur installation en région parisienne. De l'autre côté. Moi, c'est que les pieds à monter. Ça. Ça fait une semaine voilà, qu'on vient d'arriver et puis voilà, on va aller repérer un peu les alentours, voir un peu où on va travailler, chacun de notre côté et puis se faire un petit peu à l'environnement parisien, quoi. Personnellement, j'ai été affecté à la gare du Nord. Je n'en sais pas plus, je verrai bien ça le premier jour. Moi, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, mais il faut encore que je fasse le trajet pour voir combien de temps je vais mettre le matin. Donc, il faut prendre des repères. Voilà. Une fois ces repères pris, direction Roissy-Charles de Gaulle. Sixième aéroport mondial, Roissy accueille chaque année 60 millions de passagers.
Une véritable fourmilière au sein de laquelle Aurélie va devoir trouver sa place. Écoutez, bienvenue. Vous arrivez dans une brigade de 110 agents environ. Vous pouvez être confronté à tout et à n'importe quoi. Sur le premier vol du matin, ça peut être 2 serpents vivants dans une valise. Un quart d'heure après, ce sera des contrefaçons. 20 minutes après, ce sera 5 cartouches de cigarettes. Et vous allez finir la soirée en beauté avec quelqu'un qui aura avalé 70 boulettes de cocaïne. Ça peut être ça, votre journée. Votre quotidien, il peut être palpitant. Je peux pas vous dire que vous avez le plus beau métier du monde, parce que le plus beau métier du monde, c'est moi. Mais vous pouvez vous en approcher et d'avoir bien conscience que votre travail, il est primordial. Bienvenue aux abords de la fenêtre. Dès demain, vous allez avoir peur de contrôler. C'est normal, vous allez avoir de l'appréhension au tout début. L'appréhension de vous retrouver d'une certaine façon confronté à 200 ou 300 passagers. J'aime pas la chasse, mais votre travail, c'est le côté chasseur. C'est ça votre travail. L'A63, l'autoroute de la Côte Basque. C'est le terrain de chasse favori des motards de la brigade de Bayonne. Sur cet axe très fréquenté qui relie l'Espagne au nord de l'Europe, les douaniers portent une attention particulière aux poids lourds de transport international. Bonjour monsieur, service des douanes. Vous parlez français? Oh la vache. On dirait des feuilles de liège, non? Vous allez ouvrir sur le côté là. Les gros trafics, c'est stupéfiants, contrefaçon, cigarettes. C'est sur notre axe. Quand on arrête un véhicule, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais il faut avoir cet esprit curieux, essayer de trouver. Et c'est ça, je pense, qui nous motive, c'est la poussée d'adrénaline quand on trouve, quand on découvre. Christine a 49 ans. Elle est la première femme motarde en France, toute administration confondue. Cela fait plus de 30 ans qu'elle pilote les grosses cylindrées de la douane. Comme tous ses collègues douaniers, Christine a ses propres critères de ciblage. Mais sur ce sujet, elle refusera de nous en dire plus. Pourquoi dans un camion comme ça? D'accord, joueur de pétanque, maçon et quoi? Carreleur. Ce que nous constatons très vite, c'est à quel point la chasse aux trafiquants est un travail fastidieux. I can take picture with you out. So you're filming me, so I want to take picture with you out. Au moment de lever le dispositif, les motards sont contactés par la brigade d'Andaille. Ils doivent escorter un poids lourd que leurs collègues veulent décharger chez un transporteur professionnel. Christine sait que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils ont de forts soupçons. En région parisienne, sur l'autoroute A1, c'est Stéphanie et son chien anti-stupéfiant qui viennent d'être appelés en renfort par leurs collègues motards. Vous vous mettez debout, monsieur? Cherchez là. Allez, va chercher. Allez. Allez, les gars. Allez, cherche bien, mec. Allez, mec, cherche bien. Allez. Vous me mord les couilles, par contre. Bah ouais. Vous voulez montrer, hein, mes couilles, là? Ah non, mais moi, monsieur, là, vous n'allez pas nous montrer ça maintenant. C'est bien, allez, viens. Stéphanie a 31 ans. Grâce au flair impitoyable de son compagnon Vegas, elle est un atout majeur pour sa brigade et la division de Paris-Ouest. Le chien s'est particulièrement intéressé à l'entrejambe du jeune homme. Avec sa compagne, il rentrait d'une escapade aux Pays-Bas lorsque les motards les ont arrêtés. Donc on a trouvé un petit peu de résine de cannabis dans le sac à main de la demoiselle. Hein. Donc c'est ce qui a déclenché notre contrôle par la suite. Hein. Et puis on a trouvé un peu d'héroïne. Voilà. C'est bien, mais qu'est-ce que c'est? C'était qui le chauffeur? C'était lui? Stéphanie doute. Les toxicomanes ramènent souvent de plus grandes quantités de produits stupéfiants, histoire d'amortir leur voyage. Alors là, on va les emmener avec nous dans un lieu adapté pour pouvoir leur faire ce qu'on appelle une visite à corps.
Donc on va les déshabiller complètement et regarder d'un peu plus près. A priori, ce serait plus des gens s'orienteraient plus sur de la drogue dure et sûrement plus sur de l'inséré. Donc là, vu que c'est un monsieur, sûrement inséré dans le rectum. Voilà. Allez, dépêche-toi. Les agents quittent l'autoroute pour la brigade la plus proche, celle de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À Bayonne, le camion allemand arrêté par les douaniers vient d'arriver chez le transporteur. Apparemment, il y avait quelque chose, donc ils ont emmené le camion ici pour pouvoir dépoter, et pour pouvoir décharger le camion et accéder aux fameuses trappes. L'odeur, on sent bien. Ça sent de loin. Ce qui sent si fort, c'est de la résine de cannabis. C'est Christine, on est en train d'assister au déchargement du camion là. Voilà, on est avec les collègues d'Andaï. Ok, on vous tient au courant. On n'a pas de boîte. Le cannabis est sans aucun doute la drogue la plus répandue en Europe. Un véritable fléau devenu la priorité des douaniers. Ouais, on fait la chaîne. C'est joli, ça sent bon. Ah, c'est des petites plaquettes, ouais. Bien emballées. Alors parfois il y a un logo dessus. Plastique. Parfois il y a un logo dessus, là, voilà. Je pense que c'est les différentes familles mafieuses qui ont chacun leur logo, quoi. Le logo du fabricant. Ça sent fort, hein. Après c'est fini. On a regardé évidemment. Le chauffeur du camion est un Allemand de 65 ans. Face à cette découverte, il reste abasourdi. D'abord, il va s'entretenir avec son avocat et nous n'avons le droit de rien lui demander. Ils disent souvent qu'ils ne sont pas au courant de ce qui a été mis dans le chargement, qu'on l'a mis à leur insu, enfin bref. C'est rare que les chauffeurs se dénoncent. Il y a des années en jeu, là, de prison. On est contente de nous, hein. Affaire de filles. Mais non, il n'y a pas de compétition entre nous. Chacun travaille pour la... Enfin, je veux dire, on travaille tous pour la même administration, donc on n'est pas jaloux de ce que font les collègues. Au contraire, on est content pour eux. Ils vont retourner avec le chauffeur à leur brigade pour faire la procédure. Et nous, eh bien, on va essayer de faire aussi bien qu'eux. De retour à la brigade, la pesée va révéler un poids total de 50 kilos. Sur le marché de la revente, un manque à gagner de 150 000 € pour les trafiquants. Mais celui qui a le plus perdu, c'est bien le chauffeur. Incapable de prouver qu'il ne savait pas ce qu'il transportait, il a été condamné à 3 ans de prison ferme et à 100 000 € d'amende. Retour à Paris. Stéphanie et ses collègues sont en chemin pour Roissy avec le couple de toxicomanes. La dernière fois qu'on a entendu cette chanson-là, on a fait 5 kilos de résine. Donc, sait-on jamais. Il faut croire au signe du destin des fois. À l'abri de notre caméra, les motards commencent par la fouille à corps du jeune homme. Sans succès. Stéphanie et sa collègue procèdent donc à celle de sa compagne. C'est positif. Et c'est dans son soutien-gorge que d'autres produits stupéfiants sont découverts. Donc on a retrouvé sur madame 8 grammes de speed et 5 grammes d'héroïne. Voilà. Donc on considère que la visite à corps est positive, vu qu'on a retrouvé du produit. Le bilan est positif, mais nous comprenons que le butin est maigre. Après avoir signé leur procès-verbal et réglé une amende de 500 €, les 2 toxicomanes repartiront sans leur drogue, mais libres. Légère déception. Mais Stéphanie a l'habitude. T'es très très fin, mon petit chien.
Cela fait maintenant 6 ans qu'elle exerce cette spécialité et qu'elle partage son quotidien avec Vegas. Moi, ce qui me plaît en douane, c'est qu'on a le chien à la maison. Par rapport à d'autres administrations, moi, j'estime que c'est vraiment un plus. On récupère les chiots en 3 mois. Moi, j'ai récupéré une petite boule de poil. Et tout de suite, ce qui m'a fait rire chez Vegas, c'est qu'il avait des grosses pattes. Alors, je me suis dit, c'est bon, il va être costaud, il fera du bon boulot. Et de suite, on a été faire du sport. Et en fait, c'est tous ces petits moments qui font qu'on arrive à créer un lien de complicité entre l'animal et nous. Viens, donne ton collier. Et après, j'ai un chien qui fait très bien la part des choses. Il sait quand il est au boulot et il sait quand il ne l'est pas. Allez-y, posez-le bien à plat. Roissy est une plateforme hautement sécurisée. Ultime étape pour Aurélie avant de commencer le service actif, obtenir son badge d'accès. Très bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Munie de ce précieux sésame, la jeune stagiaire peut rejoindre ce que les douaniers appellent le filtre. Postés juste avant la sortie, c'est ici qu'ils attendent les passagers et leurs bagages. Madame, s'il vous plaît. Oui, je le garde. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Je veux voir le carton, là, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Aurélie, pour je vous jeter un petit coup d'œil. Oui. Les premières semaines, Aurélie aura comme tuteur des douaniers plus expérimentés. Sur les tapis, les premiers vols du matin ont livré d'étranges paquets. Nous allons découvrir en même temps qu'Aurélie l'une des spécificités de Roissy, les contrôles sanitaires. Est-ce que vous avez un peu de viande? Absolument. Du poisson? Absolument pas. Vous êtes sûr, monsieur? Absolument pas. Pourquoi c'est mouillé? Ah, si vous nous avez menti, monsieur, vous n'aurez pas gagné du temps. Hein. Parce que nous, on est là pour la journée, mais vous allez peut-être vous casser la journée aussi. Hein. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il faut déclarer. Oui, d'accord. On vous a de poser la question de la nourriture, monsieur. Si vous aviez de la nourriture, vous nous avez dit non. Ça, c'est quoi? C'est du poisson. C'est du poisson, monsieur. Oui, c'est pas du poisson. Bon. C'est quoi? C'est quoi ça, monsieur? C'est du poisson séché. Ça ressemble à un poisson, hein, chez moi. On va vous le saisir, ça. C'est à titre personnel. Ouais. Ah oui, mais même à titre personnel, vous n'avez pas le droit de transporter des produits alimentaires, même à titre personnel, qui ne soient pas dans des règles sanitaires conformes. Bon, alors Aurélie, on a combien là? Oui, on a pas mal là. 15 kilos de poisson. On est au-delà d'une consommation personnelle. Alors les pénalités sont confidentielles, mais je dois dire que nous avons un petit défaut, notre administration, c'est d'être un peu cher. Et que donc les personnes qui sont en infraction ont malheureusement des sommes importantes à payer. Les quantités saisies chaque jour à Roissy ne laissent aucun doute. Cette viande de brousse est en partie destinée à des restaurants africains peu scrupuleux et au marché noir. Certains individus n'hésitent d'ailleurs pas à passer en fraude des espèces protégées très lucratives à la revente. L'odeur, c'est pas évident, quoi. Le petit singe, Qui était destiné à la consommation, à être mangé, a priori pour un baptême. C'est un risque de propagation de virus qui est quand même particulièrement important. Donc on ne peut pas laisser passer de la viande ou des produits laitiers qui sont potentiellement contaminants. Et avec ça, il y avait beaucoup de poissons, et à l'intérieur du poisson, il y avait une vingtaine de cartouches de cigarettes qui étaient dissimulées à l'intérieur du poisson. Donc très clairement, tout était fait en conscience. C'est vrai que c'est de la nourriture et nous on va saisir, on va détruire. Pour eux, ça peut leur faire mal, quoi, parce que c'est quelque chose qu'ils ont acheté. Vous avez déjà mangé dans un restaurant africain? Non, jamais. Qu'est-ce que ça vous inspire? En voyant ça, c'est pas très rassurant, mais après je suis sûre qu'il y a de très bons restaurants africains partout en France. Nous avons embarqué à bord du patrouilleur garde-côte de Boulogne-sur-Mer. Pendant 7 jours, Daniel et ses 15 marins ont pour mission de contrôler les cargos qui transitent au large des côtes françaises. Très vite, nous comprenons que leur travail ne va pas être facilité par l'état de la mer.
c'est la mer du Nord, c'est une mer assez hachée, elle est croisée, la houle, comme vous voyez, elle arrive de tous les côtés, donc ça tape. Il n'y a pas la houle longue comme en Atlantique, c'est une mer assez dure pour les bateaux et pour l'équipage aussi. Il y a des moments, elle nous fait peur, on sait que c'est toujours elle qui gagnera si elle veut gagner. Mais si on part pendant 7 jours, c'est pour contrôler, faire de la présence, la dissuasion, qu'importe l'état de la mer. Daniel a 53 ans. Il est depuis 2008 aux commandes du Jacques Oudard Fourmentin, l'un des 2 patrouilleurs garde-côtes de la douane. 2 cargos sont dans la ligne de mire du patrouilleur. Pour choisir sa cible, l'équipage se renseigne auprès du centre opérationnel de Rouen, la mémoire vivante du service garde-côte. Le Nicargé a été contrôlé en 2009 RAS et le Karja a été contrôlé en 2005. Ils ont trouvé des cartouches dessus, mais depuis il n'y a rien eu de fait. Donc ça y est, il n'a pas été contrôlé. Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire. Allez. C'est qui? La décision va être prise par la provenance, la nature du bateau, la destination, son look. Vous n'aimez pas trop parler de ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner nos sources. Quoique des sources, on en a pour en douane. C'est l'instinct. Moi, depuis que je suis en maritime, depuis 89, honnêtement, sur 80 tonnes de drogue saisie, je pense qu'il n'y en a eu que 2 tonnes sur renseignement. Ouais, c'est ça, c'est à l'intérieur en fait. Donc le réservoir d'eau douce. After peak is full. After peak is full aussi. Donc ici il y a le local bar et puis... Ouais, donc on va au local bar. Bon, et je m'enseigne pour un plan plus détaillé. Très bien. Captain, we can go to the bridge, please. Dans les entrailles du cargo, les douaniers explorent les moindres recoins pouvant servir au transport de marchandises illicites. Leur but ? Répertorier toutes ces caches potentielles avant même que les trafiquants ne s'en servent. L'accès est difficile, mais il n'est pas impossible. Si une personne mal intentionnée veut discrètement mettre des affaires, on va dire, de fraude, c'est un endroit qui est pas mal. Ce qui peut être intéressant pour les collègues dans le futur, de savoir que sur ce type de bateau, il y a un accès à ce niveau-là. C'est dans l'intérêt du renseignement. Pendant 3 heures, l'équipe de visite ne va négliger aucune cache possible. Cabine des membres d'équipage, cuisine, salle de repos, cargaison et même salle des machines, chaque centimètre carré du cargo est passé au peigne fin. Les produits taxés comme les cigarettes et l'alcool sont comptés et la liste des membres d'équipage croisée avec les fichiers de la douane. Tous marins et spécialistes dans leur domaine, les agents de Daniel connaissent parfaitement les structures d'un tel navire. Aucun détail ne semble pouvoir leur échapper et au moindre fait inhabituel, les douaniers poussent leurs investigations. Stay here. On dit pourquoi il a ça là? Why do you have this in your cabin? Pour justifier cet important stock de médicaments, le marin vénézuélien déclare souffrir d'hypertension. Mais ce que les douaniers craignent, c'est qu'il ait ingéré des capsules de cocaïne. Les passeurs de drogue ont en effet besoin de puissants laxatifs pour expulser la marchandise à l'arrivée. Bonjour, équipe de visite, est-ce que tu me reçois? Oui, équipe de visite, je te reçois fort et clair. 2 plaquettes, la première. L'équipe restée sur le patrouilleur se renseigne immédiatement sur la nature exacte des médicaments. Oui, tout bien reçu. Bah, je regarde sur internet et je te redonne la réponse dans 5 minutes. Hypertension artérielle, affection du rein. On vit à une époque moderne, si on n'a pas ça, devenu indispensable. Et quand on tombe sur des médicaments comme ça, on veut savoir s'il y a vraiment une logique d'avoir autant de médicaments. Oui, c'est un médicament que le marin doit prendre absolument plusieurs fois dans la journée, donc il est obligé d'en avoir plusieurs boîtes. Hein. Ok, très bien, donc c'est floraison. Merci. Ce doute levé marque la fin du contrôle.
L'équipe de Daniel peut rejoindre le patrouilleur. Il leur reste encore 5 jours de mer. Lorsque Christine quitte ses bottes de moto, c'est pour enfiler une paire de gants de boxe. Au sein de sa brigade, elle est formatrice en sécurité. Au programme, toute une série de techniques professionnelles que Christine maîtrise sur le bout des doigts. Si je suis un peu de travers, avec son poids, il m'emmène. Tout le monde tombe. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Partez les bras! On reste toujours dans de la défense. C'est que des effets de surprise et des bonnes techniques qu'on arrive à maîtriser correctement. Et c'est très rapide. Ça dure vraiment peut-être 2 secondes, 3 secondes maxi. Mais si elles sont bien faites, elles sont très très efficaces. Sol! Gardez les bras! Ils savent très bien que s'il y a quelque chose, j'irai au même petit truc qu'un autre. Mais je veux dire, j'ai pas besoin de faire mes preuves vis-à-vis d'eux. Ça doit vous plaire quand même de mettre au tapis certains grands gaillards là. Mais oui, mais c'est vrai. Mais non, mais je sais que si moi j'étais en difficulté, ils le feraient aussi, voilà. Donc homme-femme, ça ne. J'ai jamais senti, du moins sur la direction de Bayonne, j'ai jamais senti ce rapport. C'est bon? Eh bien, on va y aller. Christine reprend la patrouille sur l'A63 avec Christophe, son chef d'équipe. Cet après-midi, il nous emmène au péage de Biriatou, situé à quelques kilomètres de la frontière franco-espagnole. Avec plus de 26 000 véhicules par jour, le trafic y est impressionnant. Chaque année, sur ce point de contrôle, près de 25 000 articles contrefaits sont saisis pour une valeur marchande d'environ 2 millions d'euros. Dans ce domaine, les motards ont le coup d'œil. Très vite, ils repèrent un véhicule intéressant. Bonjour messieurs, service des douanes, vous arrivez d'où? Maroc, vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît? Vous allez aller vous garer là-bas à côté de la voiture qui est arrêtée. D'accord? Vous avez passé combien de temps au Maroc, monsieur? 1 mois. 1 mois? Tous? Ouais. Vous allez vous mettre là, s'il vous plaît. Les 4. Vous allez vider le coffre, s'il vous plaît, là. Combien vous avez de contrefaçon dedans, là? C'est mes vêtements à moi. Non, mais ça, je me doute que c'est à vous. C'est pas de la Vous me dites que ce n'est pas de la contrefaçon. Les vêtements? Oui. D'accord. C'est les 3 t-shirts, là. Et les montres. Quand je vous demande combien vous en avez, vous me le dites. D'accord? Ne dites pas que c'est vos t-shirts et que c'est pas des contrefaçons. C'est pas de la contrefaçon, c'est des t-shirts que j'ai achetés au pays. Donc c'est de la contrefaçon, vous le savez très bien. C'est rien du tout, c'est de la. Vous le savez parfaitement, vous venez de me le dire. Combien vous en avez? Pas de montre? Oui. 6. On a des formations quand même avec des techniques de reconnaissance sur les différentes marques. Donc on va se rendre compte de suite si c'est une contrefaçon, même si elle est très très bien limitée. On a des petites choses qui, ça on ne peut pas le dire, mais on a des petites choses qui nous permettent, nous, à notre niveau, de reconnaître si c'est une contrefaçon ou pas. Ça, ouais. Mais ça, par contre, ça vient pas du Maroc, c'est un ami à moi qui m'avait ramené de Thaïlande. C'est une contrefaçon. Mais pour une personne, ça, en fait, c'est pour moi. Mais c'est pas une question d'appartenance, c'est que c'est interdit. Non, mais c'était pour offrir, en fait. Alors c'est pas pour vous. Christine va dénombrer 40 articles contrefaits. Dans un cas comme celui-ci, la justice est saisie et les marques contrefaites contactées. Si elle décide de porter plainte, les contrevenants risquent une lourde peine de prison et des amendes d'au moins 2 fois la valeur authentique des articles. Les jeunes repartent sans leurs marchandises et avec une lourde épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Vamos a ver lo que hay en las maletas, ¿sí? À l'aéroport, Aurélie est elle aussi très vite confrontée à la problématique des contrefaçons. Ça vient de Chine. Bien que 70% de la production de contrefaçons soit réalisée en Asie, les douaniers doivent être en mesure de certifier la nature frauduleuse des articles. Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces sacs à main? Son regalos? Pour Aurélie, la tâche se complique. Il y en a bien beaucoup des régalos. Là, va falloir qu'on vérifie déjà si c'est des contrefaçons. Je demande à monsieur en fait s'il a les factures pour voir le prix. C'est un peu sur ça qu'on peut se baser, quoi. Si le prix est vraiment bas en Chine, on sait que c'est des contrefaçons. Sauf que là, il me donne des factures, mais avec les prix en monnaie chinoise, donc pour faire la conversion.
Aurélie est un peu perdue. Pourtant, pour les douaniers plus expérimentés, il y a des signes évidents qui permettent de distinguer le vrai du faux. Il y a des détails qui ne trompent pas, quoi, hein. Je veux dire, une montre Emporio Armani entourée de plastique, de mauvaise qualité, enfin, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas être vendu comme ça. Après, il y a le poids, il y a l'étiquette qui est mal collée, qui n'est pas claire. Voilà. Les sockets Lacoste également avec des dents de crocodile s'y trompent pas. Et puis pareil, je veux dire, bon voilà, c'est pas vendu comme ça. Le doute est rapidement dissipé, au moins sur ces articles-là. Il y a des choses qu'on connaît moins que d'autres et des fois ça peut se ressentir qu'on doute sur ce qu'il faut faire. Donc on va se renseigner auprès des collègues et là les passagers peuvent se demander ce qui se passe si on connaît vraiment notre métier, quoi. Mais bon, il faut prendre sur soi et faire le contrôle comme il se doit. Lorsque les contrevenants ont moins de 10 articles contrefaits en leur possession, les douaniers peuvent régler le litige immédiatement. Oui, regardez, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez rien, pas de souci. Non, moi j'en ai rien du tout. Vous voulez, une par une, j'ai descendu tout. Un peu de contrefaçon. Voilà un déjà. Lorsque Christine trouve, elle applique la tolérance zéro. 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. On est parti pour faire toute la voiture, hein. Vous m'excusez, madame, si vous voulez, je vous jette devant de vous. Non, mais de toute façon, c'est pas... Il n'y a pas de souci. Non, mais ça moi, y est, je ne savais pas. Je ne savais pas. Si je savais, je ne ramenais pas. Mais je vous dis vérité. Je vous l'ai demandé tout à l'heure, Ouais. vous m'avez dit non, d'accord? Oui. Ok. Donc là, maintenant qu'on a trouvé, c'est une infraction. Vous n'avez pas le droit de ramener des contrefaçons. Parce qu'il ne transporte que 7 articles contrefaits, l'homme n'ira pas en justice. Son cas va faire l'objet d'une procédure simplifiée et spécifique à la douane. Ces agents sont en effet autorisés par le procureur de la République, ainsi que par les marques concernées, à transiger, c'est-à-dire à saisir les marchandises en fixant eux-mêmes le montant de l'amende. Justement, c'est un modèle que j'aime bien. Celui-là, par contre... Les gardez-vous pour vous. Non, j'ai pas une tête à porter du tout, en plus. Hein. Alors, vous voulez qu'on finisse en prison? Moi, je vais dire, moi, des amis qui aiment ramener de ça, c'est lui qui va payer de honte de ça. Hein. Je vous donne, il n'y a pas de problème. On compte ensemble, hein, monsieur? 250. 30, 100, 150, 200, 250. Bon, ma collègue va vous donner votre papier et après vous ferez rembourser par votre ami, hein, qui vous a fait ramener ces marchandises. Pour se rendre compte de l'ampleur du marché de la contrefaçon, il suffit de faire un dernier détour par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Derrière cette porte sécurisée, une véritable caverne d'Ali Baba, dont l'emplacement exact est tenu secret. Alors nous sommes ici dans un des dépôts de la douane de Roissy, où nous conservons les marchandises saisies. Donc nous avons un peu de tout ce qui peut exister en matière de contrefaçon. Et tout cela nous amène à saisir une quantité assez astronomique d'articles, puisque nous saisissons environ 1 300 000 articles par an. Et chaque année nous en saisissons un peu plus d'ailleurs. Et voici le sort réservé aux articles contrefaits. Tous les 15 jours, les douaniers de l'aéroport font appel à ce camion broyeur. Et si ces destructions concernent bien 1 300 000 pièces rien qu'à Roissy, ce sont en réalité plus de 6 millions de contrefaçons qui sont ainsi broyées ou incinérées chaque année partout en France. Valeur totale de ce trésor de guerre, 421 millions d'euros. C'est la conclusion de nos résultats quand même. Hein. Nous ne ferions pas d'opération qu'il n'y aurait pas de destruction. Donc nous sommes satisfaits de ces opérations. Nous n'avons pas de regrets à détruire des articles qui pourraient se retrouver sur le marché, parce que c'est la défense aussi de l'activité économique du pays. C'est vers 6 h du matin que nous avons rejoint Stéphanie à sa brigade. À en juger par le tableau de chasse qui orne le mur de son bureau, nous comprenons que la jeune maître chien est très fière du travail qu'elle fait avec Vegas. Elle collectionne toutes sortes d'images, photos et parfois vidéos. Alors la plus emblématique, si je parle pour cette brigade, parce que j'ai travaillé avec les 3 brigades de Paris-Ouest,
C'est les 14,8 kilos de résine parce que c'est la toute première affaire de la brigade. Voilà. Et puis la plus belle saisie de Vegas, donc 2005, ça reste les 200 kilos un peu plus de 200 kilos de résine. Mais pour tout ce qui est circonstances de l'affaire, ça restera interne à la brigade. Qu'est-ce qu'il y a, Vegas? Allez, cherchez-le. Allez vite, allez vite, allez vite, allez vite. Oui. Sur ces images que Stéphanie nous a confiées, la dernière saisie marquante de Vegas. 16,5 kg d'herbe de cannabis. Conditionnée dans une trentaine de sacs poubelles, la marchandise a été retrouvée dans les valises d'un passager de quart de ligne. Sur l'autoroute A1, comme sur l'A10, les lignes qui desservent le nord de l'Europe sont très régulièrement empruntées par des passeurs qui jouent les touristes. C'est pour ce genre d'affaires que Stéphanie a signé en douane. Avec une telle saisie, c'est bien aux trafiquants qu'elle a le sentiment de s'attaquer et non aux simples consommateurs. C'est ce qu'il veut dire. Ok? Cette saisie est un cas d'école pour tous les maîtres chiens. Une très belle affaire que les agents n'auraient sans doute pas pu réaliser sans l'animal. Toute l'équipe de Stéphanie décide donc de consacrer la journée au contrôle de ces fameux quarts de ligne. Le chef, ça permet de dégrossir le travail. Vous imaginez s'il faut sortir tout le monde, faire le contrôle de chaque bagage un par un, on y passe la soirée. Donc oui, allez trouver, vous tout seul, sans le chien, pouf, le bon bagage. Voilà. Les 16 kilos qu'on vient de faire dans le bus de la même compagnie, bon ben là, le chien, paf, directement, il dit c'est cette valise-là. Donc le travail est dégrossi pour nous. Au lever du jour, les douaniers continuent d'arrêter chaque autocar circulant sur l'autoroute. Bonjour monsieur. Dès le début du contrôle, Vegas est envoyé à la pêche aux individus suspects. Allez. Bonjour. Vous prenez vos affaires, vous descendez? Les individus désignés par Vegas sont un jeune couple de touristes portugais. Okay, have you some drugs on you? No, no, no. Any drugs. Just tobacco. Hey. Lui, il devait avoir quelque chose là s'il le mord là. Une fois de plus, le flair de Vegas ne l'a pas trahi. Ah bon? Ah. Okay, your boyfriend have some drugs on him. No, no. We have found. Okay? Your boyfriend have some drugs. Okay? Ah ouais, il va se faire engueuler. Pardon. La mère du jeune homme tente de venir en aide à son fils. Ok, vous remontez dans le bus, madame, s'il vous plaît. D'accord? Ok, votre enfant, il est majeur. D'accord? Pour l'instant, on contrôle les bagages. D'accord? Donc vous remontez dans le bus. Ça te voit? On verra après si c'est bien. Légal in Portugal? Portugal, légal? Non, non, non. Portugal também non, non. Oh, il est trop fort pour moi. Quelle que soit la quantité de drogue saisie, Vegas est toujours largement félicité. Stéphanie sait à quel point il est important de motiver son chien. Sur le prochain quart, le flair de Vegas va d'ailleurs faire une nouvelle fois toute la différence. En l'absence de chien, les agents de la douane ont d'autres outils. À Roissy, Emmanuel en fait aujourd'hui la démonstration à ses stagiaires. On fait systématiquement plutôt sur les jointures, avec une pression et toujours dans le même sens. D'accord. Multiplier les chances de détection au cas où. Cette machine, c'est un nez artificiel qui détecte en quelques secondes les moindres particules de produits stupéfiants. Et si on n'exerce pas de pression sur la valise, ça change... On enlève des chances. D'accord. L'aéroport, ça peut être vite usant. On voit beaucoup de choses, beaucoup de situations tous les jours. Donc c'est ce côté novice et ce côté découverte extrêmement important à garder. Avec leur œil neuf, ils vont amener quelque chose, même aux plus anciens. Ils vont savoir sortir des croyances, des idées préconçues, des idées reçues. S'ils ont cette force de caractère, ils découvriront des choses intéressantes. Donc là, le test est positif, il ressort à 1% de cocaïne. Donc on va approfondir la fouille des bagages. C'est la valise d'un passager brésilien qui vient de réagir positivement. Mais rien n'est découvert dans ses bagages.
Dans un cas comme celui-ci, les douaniers peuvent réquisitionner un médecin pour faire passer une radiographie. Pas moins de 600 passagers sont ainsi contrôlés chaque année à Roissy. 200 d'entre eux se révèlent être des passeurs qui utilisent leur corps pour convoyer de la drogue. En attendant les résultats du passager, le médecin de l'aéroport tient à nous montrer quelques clichés. Cette radio de jeune femme est une radio positive, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une ingéreuse. Et là, on voit qu'il y a énormément de boulettes. Il y en a une vingtaine, une trentaine. Et tout ça, c'est réparti dans le tube digestif. Paradoxalement, tout le monde dit que c'est dangereux, c'est pas vrai. D'abord, ce sont des enveloppes de doigts de gants chirurgicaux, et puis le tout est protégé par du latex alimentaire. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sais qu'il peut en avoir jusqu'à 100, oui, ça fait une c'est un beau chapelet. Hein. Combien vous en avez au maximum? Oh, je crois qu'on a 120. 120, je crois. 120 grammes, ça fait 1,2 kg. Pour le touriste brésilien, la radio livre son verdict. Strictement négatif. C'est donc un usager récréatif. Voilà. À la sortie de l'autoroute A10, Vegas vient de désigner une nouvelle cible dans cet autocar, le 6e de la journée. Dans les poches de ce passager, les agents retrouvent quelques boulettes de résine de cannabis. Oui, il en reste. Il reste du chaud. Il a sorti quoi? Oh, des boulettes. C'est ma consommation. Ah oui, bon, Et en ouvrant son sac de voyage, il découvre environ 100 grammes supplémentaires de résine de cannabis. L'homme est immédiatement menotté pour la suite de la procédure. L'équipe décide de rentrer à la brigade pour l'auditionner. Oui, ben cherche-le bien. Allez. La situation va pourtant prendre une tournure étonnante lorsque Vegas est lancé sur les autres bagages du car. Allez, cherche bien là. Rapidement, il se met à gratter avec frénésie un nouveau bagage suspect. Faut trouver le propriétaire, hein, et immédiatement. D'après les registres du car, la valise appartient à un autre passager, sans lien apparent avec le premier. C'est la vôtre, c'est bien ça? Il y a des choses à déclarer au service des douanes? Non. Rien de dangereux sur vous, monsieur? Posez votre sac. Après les questions d'usage, l'homme va subir une fouille en règle. On va faire votre valise? On va jeter un œil à votre valise? Au fond de la valise, le douanier vient d'apercevoir plusieurs paquets hermétiques. On va régler ça après. Là, on vient de découvrir à peu près 1,8 kg de résine de cannabis. Donc là, on est en train de voir avec le parquet des suites à donner, mais l'individu sera placé en retenue douanière et ramené dans nos locaux pour la suite de la procédure. Moi, je suis super contente, le chien a super bien travaillé, je suis avec une bonne équipe, donc ça va bien rouler, on est content, voilà. Moins d'une heure après leur découverte, Stéphanie et ses collègues ont rejoint leur brigade à Chambourcy. Pour que la procédure soit jugée réglementaire, le propriétaire désigné de la marchandise doit assister au déballage et à la pesée. Et c'est bien sous vide, hein, c'est bien hermétique. Hein. Plus les espèces de graines, plus ces espèces de graines. Bon, faut dire que VV est particulièrement fort aussi. Tu sais, VV, c'est un peu mon idole. Oh, il y a une petite tête de bœuf. Non, mais c'est des restes. Ah oui. Bon, ben voilà. Attends, je te mets les deux petits gratons. Je vais en prendre pour demander une analyse. Poids total de la résine saisie, 1 kg 550 grammes. L'homme va à présent être remis à la police judiciaire. Le travail des agents de la douane s'arrête là. Philippe est un ancien pilote d'hélicoptère de combat, aujourd'hui reconverti comme instructeur au sein de la douane. Vous allez? Ça va? Il fallait jouer avec toi aujourd'hui. Bah oui. J'arrive, bonjour au chef. J'arrive.
Salut. Dès qu'une mission l'exige, comme aujourd'hui au Havre, ce pilote itinérant vient renforcer les effectifs des différentes unités. En fin d'affaires un peu. Ouais, en fin d'année, on a fait pas mal de pêcheurs. Vous avez fait sur quoi? Sur les coquillards, ils étaient en pêche interdite. Il y avait des zones qui étaient interdites. En fin d'année, c'est la coquille Saint-Jacques. En une demi-heure, on en a pris une. On est passé au tribunal. Ils sont passés, ça y est déjà? Pêche illégale, pollution marine, transport de marchandises illicites. Dans un chenal large de quelques kilomètres qui sépare les côtes françaises et anglaises, toutes ces infractions sont identifiées grâce à 3 hélicoptères ultra performants et équipés pour la traque à la fraude. C'est parti. Et souvent au Havre, Oh, je viens, souvent non, de temps en temps, mais je viens faire des missions avec eux quand ils ont besoin. Moi, ça me permet de ne pas rester à faire que de l'instruction et de garder la formation, de faire un parallèle entre la formation et puis l'instruction. Et puis c'est un goulet, donc c'est très intéressant en position stratégique, parce que tout ce qui remonte vers l'Europe du Nord, ça passe par ici. Donc c'est très intéressant pour nous. Philippe a 50 ans. Pilote émérite, il dirige aujourd'hui l'ensemble des formations dispensées aux hélicoptéristes de la douane. Allez, c'est parti, on y croit, on va bien trouver un petit peu de bateau. Visibilité pas terrible. Ouais. À midi et demi, t'as le cargo qui va sur Lyon. On va se présenter pour passer derrière et voir le long si on a besoin, au cas où. On fait le tour pour voir si tout se passe bien. Ok, il a pas l'air de polluer du tout. Il est pas trop chargé. Hein. Il est hors de l'eau quand même. Hein. Là aujourd'hui, il n'y a pas une activité dense, mais c'est aussi une partie du boulot que d'aller voir quand on n'attend rien, on n'attend personne, et que d'aller voir dans la zone. Alors en mer, ça donne quand même ce sentiment de l'aiguille dans la meule de foin, c'est vraiment ça quoi. Là, quand on regarde, on se dit il n'y a rien autour de nous. Maintenant, il est sûr que là, quand on commence à avoir un voilier qui remonte dans ces conditions-là ou d'autres types de cibles par ce genre de météo, c'est que vraiment les gens en veulent. Alors soit c'est le gros professionnel qui convoie son bateau, soit c'est le gars qui essaye de passer en loose parce qu'il se dit aujourd'hui c'est tellement mauvais qu'il n'y a personne qui va venir. Là, il y a un pêcheur devant, on va voir dans quelle situation il est. Il traîne quelque chose. Ah, il a un accent de pêche alors hein. Non, il traîne ses filets pour les laver. Ah ouais, dans l'image FLIR on le voit bien, enfin dans la caméra on le voit bien. Hein. Ah, il traîne. Hein. Malgré les mauvaises conditions météo, les gardes-côtes ont bien l'intention eux aussi d'assurer la suite de la mission et de contrôler les bateaux de pêche repérés dans la zone. Cette mission de police des pêches, Daniel l'assure habituellement en pleine mer. Mais cette fois-ci, l'abordage du chalutier présente trop de risques pour l'équipage. Pour ne pas laisser filer sa proie, Daniel doit se résoudre à raccompagner le pêcheur à quai. Moi j'ai un équipage super. Je leur fais entièrement confiance. La seule chose qu'on a fait un pacte, c'est que j'ai toujours dit, je ramènerai tout le monde. C'est un pacte. J'ai des défauts, j'ai des faiblesses, comme tout être humain, mais je leur ai toujours dit, vous inquiétez pas, tant qu'on est en mer, s'il y a un qui doit disparaître, ce sera moi. Et à leurs âmes, mes meilleurs amis, c'était des marins pêcheurs qui ne sont plus là, pour des raisons naturelles, hein, mais c'est un milieu dur que j'ai toujours apprécié, et où on sent vraiment les gens. Il y a une âme dans le milieu maritime. Il y a une âme. Le maximum que vous pouvez avoir à bord, c'est 1800 kilos. Et pour 4 sorties hebdomadaires dans la semaine, maximum, là vous en avez fait que 2. Donc, dans un premier temps, je vais faire un contrôle documentaire, tandis que mes collègues sont à quai pour faire la pesée, quoi. La pêche à la coquille est l'une des plus réglementées d'Europe. À chaque retour de pêche, les cargaisons doivent être scrupuleusement pesées et déclarées. Et si les marins se plient volontiers aux contrôles qui leur sont imposés, ils ne nient pas avoir recours de temps à autre à de légers dépassements de quotas. Il n'y a que les Français qui avons des quotas. Les bateaux étrangers n'ont pas de quotas. Avec des équipages aussi étrangers, avec des salaires fort bas forcément. Et ça, c'est pas normal. Ça c'est de la concurrence déloyale, ça. On est tenté d'aller au-delà des quotas, c'est quand la ressource est abondante et que les prix sont pas élevés, on aurait tendance, hein, c'est normal, c'est humain, on veut sauver les salaires. Et bon, c'est les raisons pour lesquelles ça arrive. Des fois, il y a des bateaux qui se font prendre.
quand même des gars de la mer qui nous apprennent beaucoup de choses et avec qui on préfère avoir des bonnes relations. Maintenant, si tous les gars ne jouent pas la règle, qu'il y en a un qui triche, qui nuit à l'autre, nous on est là pour constater cela. Mais c'est pas une priorité pour nous, parce que nous on tient toujours à avoir des très bons rapports avec eux. Une bonne source d'information, les marins. Monsieur Joker. Après ravitaillement, Philippe se rééquipe pour une nouvelle mission. La nuit, les douaniers sont aujourd'hui en mesure d'assurer la même surveillance qu'en plein jour. Leur système embarqué leur fournit des images thermiques de haute définition. Une technique discrète pour repérer les mouvements suspects de bateaux dans le golfe du Havre. Pendant plus d'1 heure, l'équipage va s'en remettre à cet écran pour visualiser son environnement. Vous pouvez le voir, on est dans le noir complet quand là devant, à part les instruments, pour voir sa hauteur, estimer sa position, c'est vraiment un vol instrumental. Ça demande, je dirais, un peu plus de rigueur. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un job agréable parce que la nuit, on a l'impression que les choses sont plus calmes. Donc c'est quand même bien, on est bien là. On passe au-dessus de la mer. On passe au-dessus de la mer, les gars. Tu jetteras un petit coup d'œil, Jeff, sur la plage qui est un petit peu avant Antifer. C'est Saint-Gilles-Bruneval. Et gilet, je grossis là, tiens. Voilà. Ok. Un bateau qui est en train de décharger, les gars. Ok. Détaqué. Jette un petit coup d'œil tout autour, voir s'il n'y a rien qui... On va regarder autour, on va repasser dans le champ. Voilà. On balaye ici doucement. À une distance en gros d'une vingtaine de kilomètres, on peut sortir une cible qui va de 2,50 m à pratiquement une dizaine de mètres avec une totale clarté, avec une efficacité redoutable. Comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, on a calé l'image avec un mode qui s'appelle le mode tracking. Vous prenez une cible, aussi loin soit-elle, et automatiquement l'appareil va maintenir la cible et me la traquer en permanence tant que je ne lui demande pas de la relâcher. Moi, pendant ce temps, j'affinerai doucement la position sur chaque personne éventuelle ou sur ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire éventuellement de rejeter des ballots à la mer, de se décharger effectivement des stupéfiants qui pourraient être à bord ou des produits illicites. On va ouvrir à droite. C'est quoi ça? Je sais pas. Regarde, on aurait pu voir la forme de bateau. C'est un bateau. Ouais, c'est un bateau. 11h30. On va aller dessus. Tu peux venir dessus, lui? Oui. Enfin, il a la voile en vrac, regarde. Il est en train de démonter. Il est en train de virer. Un voilier qui navigue en pleine nuit, qui plus est en basse saison, il n'en faut pas beaucoup plus pour aiguiser la curiosité des douaniers et déclencher un contrôle. Tu cherches le patrouilleur? Ouais, mais bon, il va nous le trouver. Ouais, c'est celui qui est au milieu avec les... Oui, c'est lui. Le patrouilleur garde-côte de la douane se trouve effectivement à proximité. L'hélicoptère lui transfère donc immédiatement la position du voilier. Une trentaine de minutes plus tard, Daniel et son équipe ont rejoint le secteur où le bateau vient de jeter l'ancre. En mission, les douaniers garde-côte sont disponibles 24 heures sur 24. Aussi surprenant soit-il pour les usagers, ces contrôles de nuit sont très fréquents. Bonjour monsieur. Bonjour conseil. Désolé de vous déranger à cette heure. Si vous voulez, la première chose, c'est de montrer qu'on n'est pas là agressif. C'est de poser les questions réglementaires, ce qui a été fait, et expliquer aux gens pourquoi on vient là. Que si on arrive tout de suite en disant ouais, vous êtes trafiquant de drogue et tout, non. Même si on le ressent, on le montrera jamais. Et là, celui-là, il nous intéressait parce qu'il n'a pas la gueule des autres bateaux. Donc on voulait voir ce que c'était. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup plus de résultats sur les voiliers. Les cargos, on en a. Mais les voiliers restent vraiment une cible privilégiée. Avec les plaisanciers, Daniel joue toujours la carte de la convivialité. La discussion, ça fait partie de la recherche. Le temps que les gens y parlent, des fois ils peuvent dire un petit truc qui interpelle et puis qui peut permettre d'approfondir. Monsieur. Non, madame, excusez-moi. Bonne fin de soirée. Désolé de vous avoir dérangé la nuit. Interloqué mais rassuré, le couple de plaisanciers dormira cette nuit sous bonne garde, à quelques mètres du patrouilleur. Après 3 jours de mer difficile, Daniel a offert à ses marins quelques heures de répit.
Un répit de courte durée, car Jean-Claude, le commandant en second, vient de repérer une cible potentielle. Un cargo allemand de 118 mètres en provenance d'Italie et qui a fait escale au Maroc. Une décision générale qu'il faudra une équipe pour un contrôle d'un petit cargo, minimum 7 personnes à bord plus un pilote. Le plus difficile, c'est entre le patrouilleur et le cargo. Donc là, ce qui stresse le plus, c'est de voir si tous les gars arrivent à monter à bord sans se blesser, sans incident. Et notre stress, c'est le commandant qui les regarde partir, qui voudrait partir avec eux. Depuis qu'il est commandant, Daniel a dû en effet se résoudre à vivre la plupart des contrôles depuis la passerelle du patrouilleur. Ce qu'il aimerait partager plus souvent avec son équipe, c'est l'émulation de la recherche et le frisson de la découverte. Les affaires, il y en a eu pas mal, mais la plus belle, c'était le Sudwind. C'est un chalutier transformé, là, et on a mis 12-15 heures pour trouver des caches vraiment très bien aménagées. Double paroi, faux réservoir. Après, quand on a ouvert, on a dit ah, c'est bon, bingo, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez trouvé? 4 tonnes de résine de cannabis. C'est suite à un ciblage par hélicoptère que Daniel et son équipage ont arraisonné cet ancien chalutier, soi-disant destiné à la plaisance. Une fois à quai, le contrôle approfondi de la structure du bateau a révélé des doubles parois dans lesquelles étaient dissimulés les ballots de résine de cannabis. Daniel et ses collègues ont ensuite mis plus d'une journée à extraire la marchandise des entrailles du chalutier. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé ça à 10h30, là il est quand même 20h30 et on en est quand au dénombrement, on ne sait même pas encore la quantité qu'on a trouvée. Il y a tous les collègues là, qui sont encore en train de dépoter, de peser, de sceller la marchandise, d'interroger nos... Moi j'aime bien les appeler les clients, quoi, nos prévenus. Des clients. C'est sans doute parce que Daniel a toujours ces images à l'esprit qu'il réussit chaque jour à motiver son équipage. Si on va à la chasse, c'est pour revenir avec du gibier. Nous, on y va. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de coups qui tombent dans l'eau, qu'il n'y a rien, mais c'est à force de contrôler, à force de faire des investigations sur tout style de bateau, qu'on arrive à avoir du résultat. Pour nos douaniers, la partie de chasse n'est pas terminée. Dans le second épisode, vous retrouverez Christine, Stéphanie, Aurélie, Daniel et Philippe au cœur de tous les trafics. Aux 4 coins de la France, tous continueront leur difficile et incessante chasse à la fraude. Au point de vue dissuasion, là on est au top, on ne peut pas faire mieux. La titularisation, elle n'est pas gagnée. Comme notre chef nous l'a dit, il faut qu'on travaille dur pour faire nos preuves. Il y a beaucoup plus de danger, oui, maintenant. Ce sont des organisations qui savent très bien ce qu'elles font et c'est à nous d'essayer de démanteler tout ça. La majeure partie du temps, on n'a quand même pas de soucis avec les gens. Ça se passe quand même relativement bien. Votre valise, elle est rangée correctement, d'accord? Oh, 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 oh. Et quoi?